Ah, les animaux. Qu'ils soient à poil, à plumes, à écailles, avec 2, 4 ou 100 pattes, on a tous notre animal fétiche. Ça me fait mal de le dire, mais ils sont considérés pour certains comme des êtres inférieurs à l'homme, bien malheureusement. N'oublions pas que ces êtres nous ont aidés à travers les siècles et nous aident encore aujourd'hui. Ils nous ont transportés ou transporté des marchandises, labouré les champs, distribué des courriers, ils nous ont protégés contre certaines menaces et même consolés quand ça n'allait pas. Donc je pense que prendre soin de nos animaux est le minimum à faire par respect pour eux. Il est donc temps de parler de ceux qui permettent à nos chers amis de vivre un peu plus longtemps à nos côtés. J'ai nommé les vétérinaires et les auxiliaires spécialisés vétérinaires ou ASV. Salut, ça va vous? Eh oui, vous l'avez bien vu, dans cette vidéo je parle pas d'un mais de 2 métiers. Et ouais. En même temps, ce sont 2 professions qui sont complémentaires, donc autant en parler dans une seule vidéo. Déjà, commençons par la profession la plus ancienne, les vétérinaires. En soi, cette profession existe depuis très longtemps, mais avec un point de vue complètement différent. À cette époque, on soignait les animaux, non pas pour leur bien, mais pour celui de leur maître. Ils étaient ici pour le profit de leur maître. Leur bonne santé est donc une question d'argent. Si une bête coûte plus cher à soigner qu'à remplacer, il n'y avait pas à réfléchir. Bon, ça m'énerve cette tête de gros minet là, elle me tombe devant les yeux. Voilà. Ce sera mieux. Ah, je suis stylé comme ça, non? Ouais. Pas mal. Mais c'est en 1761 que l'art vétérinaire évolue, notamment grâce à un avocat. Oui. Il s'appelait Claude Bourgelat, qui, à cette époque, était écuyer du roi Louis XV. Au même moment, une épizootie frappa, c'est la peste bovine. Suite à cela, il eut l'idée de créer une école vétérinaire pour traiter les maladies des bœufs, chevaux et autres animaux. Puis, la profession et la reconnaissance du métier évoluent petit à petit. En 1890, obligation d'avoir le baccalauréat pour entrer dans une école. En 1923, un doctorat en vétérinaire est créé. Puis, en 1935, un concours d'entrée est instauré. À l'heure actuelle, pour devenir vétérinaire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut entrer dans une école nationale vétérinaire, ou ENV. Il existe 4 écoles publiques, à Maison-Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse. Pour y entrer, il y a 7 voies possibles. La première, c'est un concours post-bac qui permet de rentrer en première année. Classique. Par contre, les suivantes permettent de rentrer directement en deuxième année. Donc la deuxième, c'est le concours A, après un bac général prépa BCPST. La troisième, c'est le concours ATB, après un bac techno STL ou STAV, prépa technologie et biologie. La quatrième, concours B, après une L3 scientifique. La cinquième, concours C, après un bac plus 2, suivi éventuellement d'une prépa ATS bio. La sixième, concours D, après un diplôme d'état de docteur en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire ou master en biologie. Et enfin, la septième, concours E, elle est un peu spécifique celle-là. C'est pour les étudiants des écoles normales supérieures de Cachan et de Lyon, admis en liste principale par la voie A lors de la session de concours précédente. Oui, je vous l'avais dit, elle était un peu spécifique. Il existe aussi une école privée à Rouen avec entrée sur concours, avec dossiers, oraux et épreuves pratiques. La formation dure 4 ou 5 ans. Hop, petite correction. En fait, la formation dure 7 ans au total, en comptant les 2 ans de prépa et la formation de 5 ans. C'est bon, on peut reprendre. Et en fin de parcours, les élèves peuvent choisir une spécialisation parmi ces 4 propositions. Un certificat d'études approfondies CEAV en 1 an, un diplôme d'études spécialisées vétérinaires en 3 ans, un internat, formation en 1 an après un concours national dans différentes cliniques, et un résidanat après un minimum de 2 ans d'expérience ou un diplôme d'internat pour obtenir un diplôme de spécialiste. Youhou, c'est génial, tu as toutes ces infos! Mais au final, tu veux devenir quel genre de vétérinaire? Parce qu'il existe pléthore de possibilités comme vétérinaire chien-chat, NAC, vétérinaire rural, équin, en industrie pharmaceutique, dans la recherche, vétérinaire inspecteur pour la santé et la protection des animaux, ou vétérinaire dans l'armée ou sapeur-pompier. Comme exemple. À toi de choisir. Bon, les vétérinaires, c'est fait, maintenant passons aux ASV. Pour eux, ce n'est que très récemment que c'est devenu une réelle profession, il y a moins de 30 ans, en 1995 exactement, lors de la création de la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires. Oui, j'avais la flemme de l'apprendre là. Pour mieux comprendre ce métier, dites-vous que le ou la vétérinaire, c'est le médecin, et l'auxiliaire, l'infirmier, l'infirmière. Voilà.
Si vous pensez que l'ASV c'est juste la personne qui vous reçoit à l'accueil, eh bien détrompez-vous, c'est un métier polyvalent. Il ou elle doit assurer la relation client, gérer les tâches administratives, assister le vétérinaire lors des actes médicaux et chirurgicaux, gérer les inventaires, veiller à l'hygiène des locaux, s'assurer de la bonne santé et de l'hygiène de l'animal pris en charge, et encore plein d'autres choses. Pour ce qui est de la formation, il y a 3 options qui s'offrent à vous. Soit vous passez par la formation de l'APFORM pour obtenir le titre ASV GIPSA, qui est la seule formation reconnue par l'État, et vous serez embauché à l'échelon 5. Soit vous trouvez un cabinet ou une clinique qui vous embauche sans formation et vous passez une VAE, toujours avec l'APFORM, pour obtenir le titre ASV GIPSA. Soit vous passez par une formation privée, qui soit en ligne ou non, mais surtout payante, qui vous permet d'être embauché à l'échelon 3, au même titre qu'une personne qui n'a pas reçu de formation. Personnellement, je choisirais l'option 1, car elle est gratuite, elle dure 2 ans et c'est un apprentissage, donc vous serez rémunéré. Bon, après, pour l'admission, il faut avoir au minimum 18 ans, un niveau bac ou équivalent, et justifier d'une immersion professionnelle en entreprise de 70 heures minimum. Mais ne vous inquiétez pas, le lien est en description si vous voulez mieux vous informer. Pour le secteur d'activité, l'ASV travaille généralement dans les cabinets, les cliniques ou les centres hospitaliers vétérinaires. Il ou elle peut aussi travailler en milieu rural avec les animaux d'élevage ou spécialisé dans les équités. Travailler aussi dans des refuges, les animaleries, etc. À vous de voir. Bon, trêve de bavardage. Je me suis dit que pour mieux comprendre ces métiers, aller voir des professionnels était la chose la plus logique à faire. Je vous présente donc Anne-Sophie, vétérinaire, et Emmeline, auxiliaire spécialisée vétérinaire. Elles travaillent toutes les deux à la clinique de Pontlieu, au Mans, qui est une équipe de 5 vétérinaires et 4 ASV, et vont nous donner leur vision de leur métier. Et du coup, on entendra le chien tout le long. Ouais, Emilia, ça donne un plaisir de... Elle veut rajouter son petit commentaire. Voilà. Alors moi c'est Emeline, j'ai 26 ans, je suis auxiliaire vétérinaire depuis 5 ans au sein de la clinique. D'accord, de cette même clinique à chaque. Toujours la même clinique. D'accord. Moi, je m'appelle Anne-Sophie, je suis vétérinaire depuis 12 ans. J'ai été 10 ans dans l'Oise et ça fait 2 ans que je suis revenue en Sarthe. D'accord. Et du coup, c'était un encadrement assez différent dans l'Oise et C'était ici. la même population, je faisais que du chien-chat aussi. D'accord. Maintenant, après, c'est des régions différentes avec des équipes différentes, plein de choses différentes. Mais en soi, c'est le même travail. Ouais, toujours la même envie. Toujours la même envie. Moi du coup j'ai un parcours un peu particulier parce que je me suis lancée en fac pendant 2 ans avec des choses un peu différentes, psycho et histoire. Ça n'a pas marché pour moi et puis du coup en travaillant à McDonald's pour faire un petit peu d'argent de poche, j'ai fait des stages en clinique vétérinaire pour voir un peu le métier et en fait je me suis découverte une passion à ce moment-là. Et du coup, j'ai lâché McDonald's et j'ai commencé à travailler en clinique vétérinaire quelques mois après, donc ici. Et j'ai appris sur le tas pour passer une VAE par la suite. Moi, c'est beaucoup plus simple. Depuis que je suis toute petite, je veux faire vétérinaire. Donc, j'ai suivi le parcours complètement classique qu'il fallait. Les études scientifiques, la classe prépa BCPST, qui était la nouvelle prépa veto, l'école veto. Et puis voilà. D'accord. Et Donc, en fait, au début, c'était pour chien-chat ou alors vraiment... Alors au départ, j'avais plutôt envie de faire à la fois chien-chat et aussi les animaux de ferme. Et d'ailleurs, je me suis spécialisée en dernière année en animal de la ferme. Et puis en fait, en pratique derrière, en allant dans l'Oise, il n'y avait pas de vaches. Il n'y avait que des chiens-chats et des chevaux. Les chevaux ne m'intéressant pas, je me suis plutôt redirigée vers les chiens-chats. Et puis après, sans pratiquer pendant 10 ans, en revenant en Sarthe... je sais plus faire sur les vaches, donc je ne fais que du chien-chat. Et ça te convient très bien. Et ça me convient bien, finalement, ça me va bien. C'est plein de choses, je pense. C'est pas que la personne qui soigne les animaux. Je pense qu'on soigne aussi un peu les propriétaires des animaux, ou en tout cas qu'on les accompagne dans le soin de leurs animaux. Et c'est aussi important d'ailleurs que vraiment soigner l'animal.
C'est effectivement recevoir les gens, essayer de bien les écouter pour comprendre quel est le problème et de l'animal et que eux perçoivent de leur animal. Ensuite, mettre tout en place pour soigner l'animal, évidemment, ou conseiller au mieux, ou faire de la prévention aussi. Ça, c'est très important. C'est une grosse partie de notre travail. Le but du jeu, c'est d'essayer de voir le moins possible les animaux, donc de faire beaucoup de prévention. Et puis de rassurer les gens aussi beaucoup, de les accompagner dans leurs choix, parce que parfois il y a des choix difficiles, quel traitement faire, est-ce qu'il faut prendre des mauvaises décisions, des décisions qui sont tristes parfois, donc il faut les accompagner dans ces moments-là. Et puis jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils repartent de la clinique, jusqu'au moment où le soin est vraiment terminé, on les accompagne le plus possible. Et ça, c'est vraiment pour moi la définition totale, c'est du début à la fin, c'est pas juste la consultation et il vient, je soigne, et voilà, c'est l'accompagnement du début à la fin. Ça, pour moi, c'est vraiment la définition. D'accord, c'est en fait le lien entre l'animal et l'humain, en fait. C'est le trinôme entre le vétérinaire, l'animal et le propriétaire. Souvent, on oublie le propriétaire. On dit on fait veto parce qu'on n'aime pas les humains, on ne veut pas faire médecin, on veut s'occuper des chiens et des chats. Et en fait, je pense qu'un bon veto, il sait aussi s'occuper du propriétaire. Et ça, c'est aussi important. Enfin, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Moi, je suis d'accord. Le rassurer, le conseiller. C'est ça, et puis parce qu'ils vont intervenir dans le soin de l'animal et que s'ils n'adhèrent pas à la manière dont nous on veut faire, on n'arrivera à rien en fait. C'est eux qui connaissent leur animal, c'est eux qui vont faire les soins, qui vont nous parler aussi. Donc s'ils n'ont pas confiance en nous, ils vont rien nous dire. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est notre but, je trouve, de les rassurer, les accompagner et de faire que ce soit un trinôme qui soit autour de l'animal. Beaucoup de polyvalence. Donc du coup il y a le côté soins aux animaux, il y a le côté relationnel avec les clients qui est très important parce que du coup on est le lien entre le vétérinaire et le client. Et puis après il y a toute la gestion de la clinique, donc les commandes, gestion du stock, le remplissage, la pharmacie, c'est nous qui faisons le lien et du coup... La contention beaucoup aussi, la contention. Ça compte beaucoup. Ouais. L'accompagnement du veto dans une journée. Ouais. La contention, c'est savoir tenir l'animal sans lui faire mal et en protégeant quand même le vétérinaire et en se protégeant nous également. Pour des actes qu'on a à faire comme une prise de sang, une échographie, le vaccin. Voilà, un animal un peu stressé, souvent on appelle l'assistante à la rescousse pour nous le tenir, pour qu'on puisse bien faire l'acte sans faire mal. Et c'est hyper important d'avoir confiance. Une confiance mutuelle en fait. Ouais. Je pense qu'un veto peut pas travailler sans confiance en son ASV. C'est hyper important. Et l'ASV peut pas travailler en confiance si elle a pas confiance en vétérinaire et en ce qu'il dit. C'est ça aussi, binôme de choc. Il y a les études, au final. Il y a une partie, c'est les études. Et puis l'autre, c'est aussi qu'on a des choses à faire que vous n'avez pas à gérer, et vous avez des choses à gérer que nous, on n'a pas. Ouais, en fait, c'est vraiment complémentaire, mais il y a peu de parties communes au final. On se retrouve dans certains soins, mais on fait pas les mêmes choses. L'assistante ne va pas avoir de diagnostic à poser ou de chercher ce qu'a l'animal. Par contre, nous, on n'a pas du tout à gérer les stocks. Moi, je suis incapable de savoir combien il y a de paquets de croquettes à la clinique ou combien il y a de réserves de telle ou telle chose. Chacune, vraiment, c'est... Ouais, on est très complémentaires et on peut pas travailler l'un sans l'autre, je pense. Oui, c'est ça. Mais on se marche pas dessus parce que... On a chacun nos spécialités. La partie soins des assistantes, ça va plutôt être au chenil ou en chatterie, donc en hospitalisation, où elles vont s'occuper de la nourriture, de faire éventuellement le point sur quel traitement elles pensent qu'il y a besoin. Cet animal a vomi, le signaler au vétérinaire qui en arrivant va dire ok, on m'a dit qu'il avait vomi, voilà ce que je vais faire pour plus qu'il vomisse. C'est pour ça que les informations passent de l'un à l'autre, parce que nous on n'a pas forcément le temps de faire le tour de toutes les cages d'hospitalisation que les assistantes vont avoir fait avant nous finalement et nous donner les informations qui vont faire que nous derrière on peut adapter les traitements et on adapte les traitements et ensuite elles nous font un retour sur ça a marché, il a plus vomi dans la journée ou alors il a continué à vomir, dans ce cas-là on fait des examens, voilà, c'est un ping-pong continu d'infos qu'on va se donner pour suivre les animaux qui sont là aussi. Il y a le côté relationnel avec les clients qui peut des fois être compliqué parce que les soins vétérinaires, mine de rien, ça coûte cher. Et du coup, on est un peu le tampon entre ce côté il faut soigner l'animal, mais en même temps, ça peut vous coûter un petit peu.
Il faut se protéger aussi parce qu'on s'attache aux animaux forcément et du coup il faut prendre certaines distances avec l'animal sinon on va se retrouver dans une situation un peu compliquée par rapport au propriétaire qui va être lui aussi un petit peu désœuvré. Et du coup, voilà, faut se protéger et voilà. J'ai un côté multitâche dans votre profession aussi, c'est compliqué. De devoir Multitâche, gérer en plein de choses. Tu tiens un animal, tu dois répondre au téléphone, t'as une autre ligne qui sonne, enfin... c'est pour ça qu'on est pas mal au final dans l'équipe, ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est assez lourd pour vous aussi, je pense. Ça dépend. Moi, c'est une partie qui me plaît. Qui te plaît, ouais. Moi, j'aime bien courir partout, ça rythme ma journée. Après, je pense que oui, si on demande aux filles, peut-être que ça va leur... ça peut être aussi quelque chose qui peut être moins savoir bien se cadrer et faut être multitâche. Je pense que c'est vraiment un truc... la polyvalence, Mais ouais, c'est vrai que ça peut être un point négatif aussi. Après, nous, on a une organisation qui fait qu'au final, il y en a une qui s'occupe du téléphone, une qui va plutôt aller en consultation. Enfin, en fait, il faut bien réussir à s'organiser entre nous dans l'équipe pour moins avoir de problèmes, Après là, c'est un cas parce que vous êtes plusieurs. Oui, c'est ça. Quand on est toute seule, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que ça diminue vos difficultés peut-être. Parce que vous êtes toujours quelqu'un pour pallier aux problèmes. Et puis parce que l'équipe s'entend bien. C'est ça, il y a la bonne ambiance aussi. Il faut aussi ça, il y a des équipes où ça s'entend moins bien, c'est plus difficile d'arriver à être en accord dans le travail. Ouais, c'est vrai que nous, ça nous arrive pas, mais ça existe. Les difficultés en tant que vétérinaire, je pense que tu mettais le doigt là sur le côté argent. Ça, je pense que le plus gros problème qu'on a, c'est que les soins sont pas gratuits et que ça met forcément une barrière dans nous ce qu'on veut faire. On voit un animal, on se dit il faut faire ça comme examen et sans forcément penser, sans vouloir penser à ce que ça coûte, en disant bah voilà, j'ai un animal qui a cette pathologie là, il faut que je fasse ça. Et en fait le fait que l'argent rentre en compte là-dedans, parce qu'évidemment on sait bien que les gens doivent payer leurs soins et que ça coûte cher, qu'en plus ça coûte de plus en plus cher dans un moment où on a de moins en moins d'argent et qu'il faut le prendre de plus en plus en compte. Ça entraîne des frustrations parce que quand on a envie de faire des soins et qu'on sait qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas l'argent, on sait qu'on ne peut pas diagnostiquer correctement. Et parfois on a des gens qui vont nous en vouloir de ne pas avoir fait le diagnostic alors qu'on n'a pas les moyens de faire les examens. Donc il faut trouver toujours les compromis, d'où aussi la discussion avec les gens tout le temps et d'essayer de les accompagner parce que faut faire toujours l'équilibre entre voilà ce que je peux proposer, voilà ce que ça coûte, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, comment on le fait. Et ça c'est toujours... c'est fatigant. C'est fatigant de faire rentrer ce facteur argent dedans. On aimerait que tout soit gratuit et de pouvoir dire aux gens montrez votre carte de sécu et puis on s'en fiche quoi, on y va. Ça c'est vraiment pesant au quotidien de devoir tout le temps jongler avec ça parce que ça limite les soins, ça peut parfois froisser le dialogue avec des gens qui comprennent pas non plus pourquoi on fait pas tout gratuit et que y a parfois des fâcheries et voilà, ça met souvent des problèmes. Puis après, évidemment, l'implication qu'on peut avoir, ça peut être compliqué quand on s'investit à fond. C'est un métier où on travaille beaucoup. Il y a des gardes, on vient le week-end s'occuper des hospitalisés, parce que le dimanche, il faut bien venir les nourrir quand ils sont à la clinique. Donc, c'est un travail qui est chronophage, qui prend beaucoup de place. On ramène souvent les cas à la maison le soir. Au repas, le soir, on en parle beaucoup. J'ai vu dans la journée tel chat, j'ai vu des gens qui pleuraient, j'ai vu... des enfants qui étaient malheureux de perdre leur petit chat et puis on raconte ça à la famille à la maison le soir donc bonne ambiance, ouais. Il y a des soirs c'est bonne ambiance, ouais, mais bon ils sont habitués mais c'est un métier qu'on met pas quand on ferme la porte de la clinique on le ramène à la maison et ça peut être parfois un peu lourd mais après c'est ça qu'on aime aussi. Mais puis chaque cas est différent parce que, encore une fois, ça intervient encore, mais chaque animal vient avec une personne et que pour une même pathologie, on va avoir deux gestions complètement différentes parce que les propriétaires vont pas du tout réagir de la même manière. Donc il y a des gens qui vont passer comme ça, on n'y fait pas forcément attention, et puis d'autres qui vont nous marquer parce que ils ont une histoire de vie, par exemple, qui est compliquée. Il y a des histoires, vraiment, on en voit tous les jours, mais des gens malades qui amènent un animal malade, par exemple. Il y a vraiment des histoires qui nous touchent en fait. Sauver mon chat parce que moi j'ai un cancer et je veux pas partir avant mon chat, ou l'inverse. Enfin voilà, il y a des histoires, on se dit wow, la pression sur ce cas, des histoires humaines en fait. Ça touche énormément quoi. Donc il faut savoir effectivement se protéger de ça et en même temps rester suffisamment humain pour les écouter et que ça intervienne aussi dans la relation aux gens quoi.
Trouver un équilibre encore, c'est toujours une question d'équilibre. Puis ce qui va être au mieux pour une personne ne va pas être considéré comme le mieux pour une autre, donc s'adapter aux gens aussi. Parfois on propose des choses à certains, ils vont dire que ça coûte trop cher, et puis d'autres ils vont dire non mais il faut tout faire, chacun vraiment a une relation tellement différente à son animal que l'argent c'est très subjectif. Donc certains vont vouloir dépenser sans compter alors qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, d'autres en ont plus mais vont pas forcément vouloir mettre autant d'argent dans leur animal. Et nous, on les voit parfois pour la première fois, donc on ne sait pas ce que la personne, comment elle considère son animal. Donc c'est pas évident de conseiller au mieux quand on ne connaît pas les gens, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à les écouter pour savoir où est-ce qu'il met son animal, combien il est capable de dépenser pour cet animal, quelle implication émotionnelle il va avoir, et que faire pour ne pas faire de boulettes avec cette personne. Ça, c'est important. Ouais, en fait, s'il y avait une sorte de sécurité sociale pour les animaux, ça serait beaucoup plus... Ça serait plus simple. Ça serait tellement plus simple. Et tellement... Enfin, ça serait génial. Bah oui. Oui, parce qu'il y aurait plus de questions à se poser, en fait. L'animal est malade, on fait des examens qui vont bien, et puis on se pose pas la question de savoir est-ce que la personne va pas pouvoir manger pendant un mois derrière parce qu'elle a dépensé des sous chez nous, quoi. Ça serait tellement plus simple. Il y a certaines associations qui peuvent aider. Je pense à la SPA, je pense à l'association Brigitte Bardot, qui vont... Il faut monter un dossier, donc c'est chronophage. Il y a beaucoup de papiers à remplir. Oui. Ouais. Faut envoyer les feuilles d'imposition, faut justifier le fait de ne pas avoir trop les moyens. C'est ça, se justifier soi-même pour pourquoi on a pris un animal et que vous n'avez pas les moyens de le faire. Ça peut être aussi... il y a des gens qui n'aiment pas trop parce que c'est un peu jugeant, mais par contre ça existe, et quand les dossiers sont acceptés, les associations prennent beaucoup de choses en charge et ça décharge bien les gens. Ouais. Et du coup ça nous permet aussi de faire de la prévention. Je pense aux castrations, aux stérilisations de chats errantes qui permettent d'éviter les portées qui vont se retrouver malades ou qui vont être sauvages ou qui vont venir embêter les gens aussi dans leur jardin. Les associations font beaucoup de belles choses, quoi. Il y a plein d'associations différentes. Il y a des associations qui aident les gens qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui vont aider pour les chats sauvages, parce qu'il y a des gens qui sont très motivés, qui vont récupérer les chats sauvages et venir payer eux-mêmes la stérilisation, par exemple. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc il y a des associations qui aident justement pour les chats des villes qui sont errants et qui embêtent tout le monde. Donc voilà, ils font un super boulot. Il y a plein d'associations complémentaires aussi qui interviennent. Par les mairies, souvent on a les infos. Pour les gens qui cherchent les infos, en appelant les mairies, on peut avoir un peu une idée dans la ville de ce qui existe comme différents types d'associations. Souvent, ils arrivent à bien nous renseigner. Faire les dossiers qui vont bien, et puis admettre qu'on ne peut pas financer. C'est pas toujours évident d'aller voir des gens pour demander de l'aide, donc c'est bien de pouvoir le faire. Et puis, il existe aussi des assurances pour animaux. C'est pas la même chose que les associations, mais ça permet quand même une prise en charge un petit peu plus globale de l'animal. Ouais. Donc pareil, il faut que le propriétaire se renseigne, ça fait pas mal de paperasse, mais ça permet au propriétaire d'avoir des moyens supplémentaires pour soigner l'animal. Par exemple, je pense à des scanners ou à des prises de sang de routine. Par exemple, un animal qui vieillit, s'il est pris en charge par une mutuelle depuis ses débuts, ça peut être pas mal pour lui d'être pris en charge et d'avoir une prise de sang de routine. Plus l'animal est racé, plus il peut avoir des pathologies, parce qu'il y a des mix génétiques qui font qu'ils sont plus fragiles que des chats européens de la rue qui ont plein de gènes différents et donc qui sont plus solides. Donc on va forcément encore plus conseiller les mutuelles sur les animaux de race. Mais après, il y a des animaux type européen, les chats de gouttière standard, qui peuvent être plus fragiles que d'autres, et on va conseiller quand même... C'est en gros une mensualité que les gens vont payer. Et après, le but, c'est de voir est-ce que je dépense plus en mutuelle ou en frais véto. Et en fonction du nombre de consultations qu'on fait dans l'année, il y en a qui se rendent compte que c'est vite rentable d'avoir une mutuelle. On paye 20 € par mois, mais au moins derrière, on est remboursé de tous ces frais véto, quoi. Ça peut être vite intéressant. Mais ça peut surtout aider ceux qui ont des animaux qui ont des pathologies lourdes, peut-être. Exactement, ouais. Exactement. D'accord. Quand il y a des traitements chroniques, des choses comme ça peut vite être intéressant. On aime bien notre métier quand même. Ouais, c'est chouette. ça compte, je pense. Ouais, il faut aimer le métier. Ouais, ça on peut pas le faire si on n'aime pas courir partout, par exemple, c'est pas la bonne solution. Si on n'arrive pas à gérer le stress, c'est pas la bonne solution. Si on n'aime pas travailler en équipe, c'est pas bien non plus.
Mais sinon, ouais, c'est... Non, c'est vraiment chouette de pouvoir travailler de sa passion, quoi. Qui nous rend heureuse d'aller bosser, même quand on a mal dormi ou... De partir au charbon. On est partout, on fait le ménage, on fait la gestion, le soin des animaux, la contention, la compta. Ouais, c'est vraiment polyvalent comme métier. Ouais. Faut savoir un peu tout faire et le faire bien. C'est mieux. C'est mieux. Assister. Comme son nom l'indique, assistante vétérinaire, elle assiste le vétérinaire. C'est vraiment le mot qui va bien, ouais. D'accord. Ce ne sont pas que des secrétaires. Ça, c'est important parce que souvent les gens nous parlent de nos secrétaires. Et le parti secrétariat fait partie de leur métier, mais ce n'est qu'une tâche parmi toutes celles qu'elles font. Elles sont secrétaires, infirmières, aides, voilà, elles sont plein de choses et elles sont pas juste secrétaires. Donc ça oui, si j'ai un truc à rajouter, moi c'est qu'on arrête de les appeler secrétaires. J'aime bien. Merci. Merci à Emeline et Anne-Sophie ainsi que l'ensemble du personnel de m'avoir aidé pour ce projet. Je mets leur lien en description. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Si vous avez des choses à rajouter ou à me corriger, la section commentaires est faite pour ça. S'il y a un métier qui vous intéresse, dites-le moi, je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux!